Podcast, créateur de podcasts en Corse. Et finalement, cette chambre est devenue un atelier. Donc, c'est un atelier très bizarre avec un lit au milieu. On ne savait pas trop ce qu'il faisait là. Une fois, j'entrais le soir, je me disais, mais dans quoi je vis ? C'est improbable. Voilà. Aussi envoyer un message à tous les artisans qui sont ici et ailleurs qu'en fait, on n'est pas concurrents. On est complémentaires. C'est quand on travaille ensemble qu'on fait les plus beaux objets. Entreprendre seul ou avec des associés. Lever des fonds. Manager. Gérer une forte croissance. Comment entreprendre en Corse et qui sont celles et ceux qui entreprennent ? Je suis Audrey Royer, bienvenue dans Capsule, l'émission qui parle d'entrepreneuriat en Corse. Disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast, proposée par Podcast et la M3E et financée par la M3E et BPI France. Il y aura des petites cartes aussi au milieu et on va alterner entre moi qui te pose une question et les petites cartes que tu devras lire. Voilà. Écoute, pour commencer, moi je pense qu'on va partir sur la question la plus compliquée d'après moi. Est-ce que tu peux te présenter ? Très simplement, en fait, je suis horloger, créateur et artisan d'art à Solanzar. Comment tu t'appelles ? Je m'appelle Jean-Dominique Lemeur, oui, c'est vrai, j'oublie les bases. Mais voilà, je suis à Solanzar et j'exerce mon métier d'artisan avec la spécificité de tout faire tout seul dans ce secteur d'activité qui est encore inédit sur notre île. Et pas mal dans le monde aussi, de ce que tu m'as raconté, vous êtes quand même peu à faire pas mal de choses tout vous-même, quoi. Mais la particularité de l'horlogerie, c'est que c'est un métier qui est extrêmement compartimenté. Normalement, la personne qui peint le cadran n'est pas celle qui fait le dessin, le design, le dessin technique, le prototypage, assemblage, réglage, test d'étanchéité, de fiabilité. Moi, je fais des gravures personnalisées, du polissage également pour proposer différentes finitions. Normalement, chaque chose que je viens de citer, c'est une personne qui fait ça à temps plein, à la chaîne, sur plein de montres. Et moi, je fais tout de A à Z. Donc, d'un côté, ça a plein de problèmes qui se posent, puisqu'on va avoir des problèmes de capacité de production annuelle qui vont être relativement faibles chez moi. Mais j'ai tendance à penser que quand c'est la même personne qui travaille de bout en bout sur un objet, on a un résultat qui est homogène et finalement assez humain. Oui, écoute... Tu nous raconteras même l'histoire de tes montres et la chronologie. On peut commencer peut-être par la chronologie. D'abord, tu es parti en Suisse pour faire tes études, c'est ça ? C'est ça, à 17 ans, donc après un bac STI électronique à Montésor. Je suis parti en Suisse, j'ai réussi le petit concours d'entrée. J'étais en ingénierie micromécanique horlogère. Donc là, c'était très sur les ordinateurs, enfin de la conception, du dessin et tout. Donc ça m'a beaucoup aidé d'apprendre ça. Mais je ne suis pas allé au terme de cette formation puisque c'était trop sur les ordinateurs et moi j'ai besoin de mettre les mains dedans, comme on dit. Donc là, je suis parti sur un master en 5 ans en conservation-restauration d'objets techniques et horlogers, où j'ai appris à traiter les montres comme des pièces de musée en respectant leur intégrité matérielle et immatérielle. Après ces 7 ans en Suisse, je suis parti à Besançon faire une formation professionnelle en horlogerie, où j'ai encore consolidé mes bases. Mon premier contrat de travail m'attendait en Suisse et j'ai pas pu partir l'honorer puisque le Covid m'a bloqué au village. Donc là, on se pose plein de questions. Eux, ils n'étaient pas confinés comme nous, donc je me suis dit, là, si ça se trouve, mon contrat, il va sauter et je vais devoir repasser les entretiens d'embauche à mon retour. La question préférée qu'allaient poser les DRH, ça allait être, qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement ? Et je ne voulais pas répondre Netflix et jardinage comme tout le monde. Donc j'avais fait une première montre. Lecture. Ouais, non, mais voilà, j'en ai fait aussi, ça a été enrichissant, mais c'était pas ce que je voulais faire ressortir pendant ces entretiens. Et du coup, j'ai dessiné un premier cadran, je l'ai fait réaliser. J'avais assemblé une première montre et j'avais fait 40 couleurs différentes, 2 cadrans de chaque couleur. Et en fait, au fur et à mesure que le confinement avançait, après on a été reconfinés derrière, etc. Ces montres-là, elles se sont toutes vendues. Et là, je me suis dit, mais en fait, il faut que je réinvestisse tout. Il y a un marché, quoi. Il y a de la demande pour de l'horlogerie Fatouin Coursiga. Donc à ce moment-là, je ne me suis pas rémunéré, j'ai tout réinvesti. Et là, j'ai lancé ma marque, les montres Lemeur, avec cette fois-ci une création 100% originale. Donc là, je dessine tout de A à Z, je peins mes cadrans, je fais mes conceptions, mes gravures, mes finitions de polissage, etc. Et maintenant, ça fait 4 ans et j'ai continué à me former. J'ai fait aussi en fait, il y a une solution qui est super intéressante et qui n'est pas suffisamment mise en avant, je trouve, on n'en parle pas assez. C'est le statut d'étudiant entrepreneur, grâce au cursus Pépite, dont j'ai bénéficié, et qui m'a permis de faire un master en management d'entreprise et en marketing,
en alternance dans ma propre entreprise. Oui, c'est ça. Tu t'es dit pour être encore mieux gérant de ta propre entreprise, qu'il te fallait un bagage supplémentaire et du coup, tu es remonté à Corté alors que tu faisais déjà tes montres, que tu avais déjà ton entreprise. C'est ça. J'ai fait ça en parallèle et parce que moi, j'étais artisan avant tout. Finalement, j'étais horloger, j'étais bon à l'établi, mais pas forcément gestion d'entreprise. Le bon sens, au bout d'un moment, a ses limites. Et j'avais jamais fait de bilan comptable de ma vie. Donc au bout d'un moment, il fallait que je me forme à tout ça. J'avais même pas Facebook avant de lancer mon entreprise. Donc et maintenant, tu as LinkedIn, non ? C'est ouf. Ouais, non, c'est ça. Mais on a fait du voyage. Mais voilà, je suis vraiment parti de loin, aussi bien en gestion de projet qu'en marketing, etc. Il a fallu que j'arrive à attraper tous ces petits outils et je continue à me former. En janvier dernier, je suis retourné en Suisse pour une formation en polissage où j'ai appris à faire différentes techniques que j'applique et que je propose à mes clients pour la réalisation de leur garde-temps. Tu fais les gravures aussi, mais ça, c'est de l'auto-formation, non ? Il y a beaucoup d'autodidaxie dans mon parcours, c'est vrai. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai pas encore 30 ans, mais quand même, c'est trop court pour faire des cursus de plusieurs années. Polisseur, moi j'ai fait une formation professionnelle, il y a un diplôme en 3, voire même en 5 ans pour devenir polisseur. Moi, on m'a donné plein de techniques, je me suis entraîné sur mes pièces pour savoir les traiter et faire les finitions que je souhaite. Mais ça a été beaucoup de pratique dans mon coin aussi. Et je sais que j'ai encore beaucoup de progrès à faire et de choses à découvrir. C'est ça qui est trop bien dans l'artisanat. Tous les jours, si on fait ce qu'on doit faire, normalement, tous les jours, on apprend quelque chose. C'est beau comment tu parles des montres. On reviendra tout à l'heure au matériel, immatériel. Par contre, j'aimerais qu'on reparle d'une petite chose. Est-ce que tu veux bien tirer la première carte, s'il te plaît ? Très bien. Alors j'ai fouillé pour pas te poser les mêmes questions, mais ça, je trouvais ça trop mignon, donc je me suis dit qu'il fallait qu'on en parle. Mais j'ai regardé plein d'articles et je suis tombée sur cette anecdote. Qu'est-ce qui est marqué sur ta carte ? Les petites voitures en pâte à modeler. C'est une anecdote assez rigolote dont moi je n'avais plus aucun souvenir. C'est vraiment mes parents qui m'avaient raconté, puis après ça m'est revenu. Mais quand j'étais petit, je faisais des petites voitures en pâte à modeler. Donc je passais mon après-midi à faire ma petite voiture qui ressemblait en gros à une patate avec 4 roues sur les côtés. Et j'arrivais en fin d'après-midi tout fier et je montrais à mes parents, j'ai regardé ce que j'ai fait, machin. Je leur montrais mon espèce de patate sur laquelle j'avais passé l'après-midi. Donc pour moi c'était quand même un truc... j'avais pas le succès attendu de la part de mes parents, c'est vrai. Ils avaient peut-être pas forcément la réaction que j'espérais. Mais bon, je continuais. Moi, régulièrement, j'aimais beaucoup cet exercice de faire des petites voitures en pâte à modeler, donc j'en faisais régulièrement. Et ma mère m'a confié que quand même, au bout d'un mois, ils étaient limite inquiets, parce qu'ils disaient, bon, le gosse, il passe l'après-midi à faire une patate avec 4 roues. Est-ce qu'il ne faut pas être préoccupé de ça ? Et puis finalement, ma mère m'a raconté qu'un jour, elle a marché sans faire exprès sur une de ses voitures et elle a découvert qu'à l'intérieur, j'avais fait les sièges, j'avais fait le petit volant, le petit levier de vitesse, etc. Oui. Donc ça justifie l'après-midi quand même à passer dessus. Voilà, j'avais passé beaucoup de temps dessus et après, ça ne se voyait pas parce que je n'avais pas de pâte à modeler transparente qui ferait voir l'intérieur que j'avais réalisé. Mais pour moi, c'était évident que les gens savaient que dedans, j'avais tout fait. Sauf qu'ils ne pouvaient pas le voir. Mais dans ma tête, c'était évident que... quand je montrais ma patate, dedans, il y avait tout l'intérieur et tout le monde savait qu'il y avait tout l'intérieur. Et apparemment, j'avais tort. Et en fait, depuis jeune, tu es perfectionniste, tu aimes la minutie, tu aimes les petites choses, pouvoir tout réaliser à la main. C'est quand même un beau parcours presque qui t'était destiné, quoi. Alors, j'ai toujours été très manuel, très bricoleur, que ce soit à fabriquer des meubles ou des tout petits objets. Longtemps, quand j'étais plus jeune, je voulais faire HBJO, donc horlogerie, bijouterie, joaillerie, orfèvrerie. J'avais envoyé mon dossier à l'école Boulle et puis finalement j'ai eu l'opportunité de partir en Suisse, ça s'est décidé avant, pour aller en horlogerie cette fois-ci, donc en ingénierie micromécanique horlogère, comme j'ai pu te dire. Et en fait, il y a aussi un phénomène qu'on a ici en Corse, chez nous, qui est ce plafond de verre où on se dit ils ne voudront pas de nous de toute façon. Moi, je suis dans mon petit village, là-bas, c'est l'horlogerie, c'est compliqué, machin. Et en fait, on se met beaucoup plus de limites que ce qu'on est censé avoir réellement. Et là, s'il y a un truc dont je dois témoigner, tout simplement, c'est qu'en fait, il faut se dire que
tant qu'on n'a pas eu le nom, c'est que c'est possible. Donc il faut essayer, il faut aller envoyer ses CV, ses trucs, partir faire des formations, et le plafond de verre, il est souvent beaucoup, beaucoup plus haut que ce qu'on croit de toute façon. Oui. Non, tu es un bel exemple de ça, de pas se fixer de limites, d'oser partir de Corse pour mieux revenir, même si c'était pas quelque chose que tu souhaitais à la base, mais au final, je pense que dans ton parcours là, tu as quand même pas mal de fierté d'avoir réalisé quelque chose dans ton village, à Solenzar, à faire des choses avec d'autres artisans en Corse et tout. Je pense que tu auras l'occasion de nous en reparler, mais tu es un bel exemple de ça, de savoir s'exporter pour mieux revenir. C'est gentil, merci. Après, c'est très très égoïste de faire les choses depuis mon village, parce que pour moi c'était impossible de faire mon métier, ma passion depuis mon village. C'est pour ça que j'étais parti, etc. Là où c'est égoïste, c'est qu'en fait, moi, avant-hier, j'ai eu la chance d'avoir mes 4 grands-parents à table. On a mangé, on a fait un beau repas. Ça, si je travaillais en Suisse, c'était impossible. J'ai le luxe de travailler à... C'est égoïste pour qui ? C'est pour moi, en fait. Je suis très, très heureux de faire les choses. C'est pas... Alors oui, c'est sûr que c'est dur de se lancer tout seul, etc. Mais c'est pas un sacrifice ultime. Finalement, je suis ultra heureux d'être dans mon village, auprès des miens, et de tous les jours me lever pour faire ma passion, l'horlogerie. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de chance. Alors, c'est sûr que c'est des sacrifices, mais... ces sacrifices valent, les bénéfices que j'en tire valent largement ces sacrifices que je peux faire, selon moi. Écoute, retire une petite carte, s'il te plaît. On parlait de matériel et immatériel pour les montres. Ça, c'est une phrase que j'ai tirée de ton site qui me plaisait pas mal. Merci, c'est mon slogan. Donc, c'est Mouvement Suisse Âme Corse. Parce que mes montres sont animées par des mécanismes, donc on appelle ça un mouvement en horlogerie, mais c'est un mécanisme suisse, si vous préférez. Et Âme Corse, c'est parce que justement, quand je fais mes créations, je m'inspire de beaucoup de choses. Donc nous, forcément, on a grandi au bord de l'eau, donc la mer, ça fait partie de mes inspirations. Et finalement, il y a cette volonté de faire les choses ici, de créer des collaborations aussi, donc, chose que tu as évoquée tout à l'heure, avec différents artisans. On a la chance de collaborer avec différents artisans. Donc on a Doumé Santogne, qui est artisan du cuir dans la plaine de Pire et qui me réalise des bracelets en cuir cousu main. Donc là j'en porte un aujourd'hui qui est en cuir de veau. On a également fait des collaborations sur des éditions limitées. Il y avait un coutelier qui est à Palombadge, qui s'appelle Xavier Biancarelli, et qui est un des 2 seuls couteliers de Corse aujourd'hui qui maîtrise le feu, avec Jean de Souzigne. Et ça veut dire qu'il part du minerai et il me forge à partir du minerai qu'il trouve ici en Corse des petits disques en acier feuilleté, qu'on appelle aussi du damas vulgairement, qu'on transforme ensuite en cadran pour cette édition limitée. Et là, cette année, on a sorti une autre édition limitée en collaboration, cette fois-ci avec un luthier qui s'appelle Mathieu Gradiani, qui est à l'île aux Rousses. C'est celle que tu portes ? Celle que je porte, effectivement. Où là, en fait, tout le cadran est réalisé en micro-marqueterie. Donc, on a de l'ébène, du jujubier et de la nacre. Et ce genre de collaboration entre artisans qui finalement se rencontrent assez rarement dans la réalisation de pièces, c'est là à la fois pour valoriser le savoir-faire artisanal de chacun, valoriser les savoir-faire de notre île, et aussi envoyer un message à tous les artisans qui sont ici et ailleurs, qu'en fait on n'est pas concurrents, on est complémentaires. C'est quand on travaille ensemble qu'on fait les plus beaux objets. Justement, moi tout seul, je suis incapable de faire cette montre, et ça fait partie des pièces que je porte le plus volontiers, ces collaborations, puisque il y a à la fois l'objet, mais il y a aussi toute l'histoire qu'il y a derrière, avec ces artisans, c'est aussi des amis, c'est pas juste c'est pas juste des artisans, mais j'ai eu la chance de les rencontrer par mon métier, ce sont devenus des amis, et c'était naturel, on avait envie d'essayer de faire quelque chose ensemble, tout simplement. Non, mais c'est pour ça aussi que quand tu parles de... oui, c'est un peu égoïste de ma part de faire les choses ici. Tu collabores avec tout le monde. Qu'est-ce qui est égoïste dans ta démarche d'être à Solenzar ? Ah, oui, non, je dis que c'est égoïste parce que j'en suis très, parce que très tu es heureux. le seul. Non, non, enfin oui, je suis le seul à faire ça, mais... je dis que c'est égoïste dans la mesure où j'en tire énormément de plaisir de faire les choses dans mon village. Oui. Aujourd'hui, mon atelier que tu as pu visiter, il est Piazza di Avetiascola.
Donc c'est un bâtiment communal qui était une école primaire où j'allais quand j'étais en CP. Ah. Et, Même là, c'est. on a c'est fait un tracé, retour aux hein. sources. C'est Ouais, fou, voilà. hein. Et en fait, moi, je ne pensais pas pouvoir un jour faire de la création horlogère, en plus depuis mon village. J'étais plutôt amené à être salarié, à travailler dans des ateliers, etc., mais pas à mon compte. Et finalement, j'ai mon grand-oncle, alors qui est décédé malheureusement, qui avait raison, parce qu'à chaque fois que je revenais de Suisse pour les vacances, il nous disait « Quand est-ce que tu nous fais une montre ? Quand est-ce que tu nous fais une montre ?» Et finalement, mon oncle Augustin avait raison depuis le début. Alors moi, je lui avais toujours répondu « Non, mais c'est compliqué, tu sais, il faut beaucoup de machines, etc. Donc moi, je ne pourrais pas. » Puis finalement, c'est lui. Alors il a malheureusement pas pu voir ça, mais c'est lui qui avait raison depuis le début. Est-ce que tu peux nous parler de cet investissement? Du coup, tu le disais, en 2020, tu as dû être confiné chez toi, à Solenzar, tu n'as pas pu repartir, tu as commencé à créer des montres, tout l'argent que tu as gagné avec la vente de ces montres, tu les as réinvestis. Tout ça à 25 ans. 26, je crois. 26 Ouais. Bon. L'article encore ce matin, c'était à 26 ans, il crée sa première montre. Ouais. Et après, je suis de fin d'année, donc ça, on triche un peu là-dessus. Mais en fait, c'était un parcours particulier parce que j'ai tout réinvesti. Au début, j'étais à domicile. Donc, j'étais dans ma chambre d'enfant, où j'étais... parce que je n'avais pas prévu de rester là à la maison familiale. Je devais repartir vivre en Suisse, où j'avais mes contrats qui m'attendaient. Et finalement, cette chambre est devenue un atelier. Donc, c'était un atelier très bizarre avec un lit au milieu. On ne savait pas trop ce qu'il faisait là. Une fois, j'entrais le soir, je me disais, mais dans quoi je vis ? C'est improbable. Voilà. Après, du coup, quand j'ai lancé ma marque, j'ai acheté des machines, etc. Parce qu'il y a toujours eu cette volonté de faire les choses ici. Et du coup, j'ai acheté des machines. Ma terrasse, je l'ai fermée pour en faire une salle des machines. Et pendant 2 ans, en fait, mes premiers clients, ils venaient à domicile, dans la maison familiale, pour m'acheter mes premières montres. Ils voyaient un lit. C'est ça. Donc, c'était intimiste. On arrivait, donc on voyait que j'habitais là. Et puis il y avait donc un lit, puis un établi. C'est vraiment à Louz ou Courte, hein. À Noustral. C'était vraiment. Et après, tu les invites à manger aussi. Non, je rigole. Ça arrivait. Donc, c'est vrai. J'ai la chance, en fait, d'avoir beaucoup de clients qui sont devenus des amis. Parce que pour moi, c'est pas juste des montres que je propose, c'est vraiment une expérience humaine, un échange et une rencontre entre l'artisan que je suis et les amateurs d'horlogerie, d'artisanat d'art. Et j'ai la chance d'avoir énormément de mes clients qui sont devenus des amis, que je vois régulièrement, ou alors on prend des nouvelles, etc. Et pour moi, c'est ce lien humain qui fait finalement l'authenticité de l'artisanat d'art. C'est un lien humain, c'est pas juste je clique sur un site internet, je reçois mon colis et j'ai pas la notion du travail qu'il y a, de la personne qu'il y a derrière tout ça. Et pour continuer, du coup, parler de ces investissements, donc il y a eu une évolution il y a 2 ans, et j'ai ouvert cette boutique Piazza di Avetia School. Donc on a fait tout l'aménagement, etc. J'ai acheté d'autres machines pour toujours continuer dans cette optique de réaliser un maximum de choses depuis mon atelier. Et aujourd'hui, j'ai dépassé les 350 000 € de machines et d'outils. J'allais te demander à hauteur de combien s'élevait cet investissement. Ouais. Non, c'est assez colossal. Après 350 000, c'est le chiffre que j'avais en fin d'année dernière, parce que j'ai continué à acheter des machines. Okay. Oui, donc ça dépasse. Ouais. On est sûrement un petit peu au-dessus. Quand je ferai mon bilan comptable, je vais me régaler à faire mon bilan comptable l'année prochaine. Je te tiendrai au courant des mises à jour. Mais j'ai aussi une maladie qui fait que moi, j'adore les outils. Et en fait, quand j'achète une Sacrée machine... maladie. Ouais, non, mais quand j'achète une machine pour mon travail, j'attends comme un gosse la veille de Noël, en fait. C'est vraiment le truc... parce que il faut se mettre dans le contexte d'un passionné d'horlogerie qui avait déjà visité des ateliers, qui avait vu ces machines. Et quand on disait, ça c'est un test d'étanchéité, ça coûte 15 000 € hors taxe, pour moi, je me suis dit, je les ai toujours vues de loin, ces machines, en disant c'est quand même magnifique d'avoir des outils de précision, des trucs, mais c'était inaccessible. Et puis là, un jour, j'ai mon petit bon de commande et je sais que j'ai ma machine qui va arriver. Et ça, c'est un rêve, en fait. C'est un rêve. Le type qui est passionné de voiture, il va avoir son rêve d'avoir une belle voiture. Passionné de guitare, pareil, etc. Moi, passionné d'horlogerie, donc il y avait l'objet en tant que tel, il y avait forcément les montres, mais il y avait aussi beaucoup tout ce qui gravitait autour de ce métier de l'horloger, tous ces outils. C'est ça, avec la qui création. m'ont toujours fait rêver. Et tout ce que ça offre comme possibilité, effectivement. Voilà, parce que le tour de polissage, moi, c'est un moteur qui fait tourner un axe. Parce que moi, quand je vois ça, je vois tous les accessoires qu'on peut monter dessus, toutes les finitions que ça va pouvoir me permettre
que ça va me permettre de réaliser sur mes créations, et finalement toutes les nouveautés que je vais pouvoir proposer, toutes les personnalisations pour faire des pièces uniques et porteuses de sens à mes clients. C'est ça, tu parlais d'expérience tout à l'heure. Tu accompagnes en fait l'achat d'une montre à une visite d'atelier, à l'explication de tes montres, de ta confection, de ça c'est possible de faire, etc. Tu m'as même parlé, est-ce qu'on peut en parler de ce cadeau de mariage que tu as eu d'une femme à son époux, hein, qui a fait toute une personnalisation autour de la montre, et où tu lui as envoyé les cadrans peints pour qu'elle choisisse vraiment. C'était à distance, mais au final, il y a eu une vraie expérience, un vrai accompagnement, un lien, tout ce que tu nous dis depuis tout à l'heure, mais c'est vraiment concret, quoi. C'est ça. Mais moi, quand on vient à l'atelier, alors c'est majoritairement quand même des commandes qui se passent en personne, où la personne vient à l'atelier, découvre, etc. Donc, comme tu as pu voir, je t'avais fait la visite. Avant de pouvoir voir les montres chez moi, d'abord on visite l'atelier. Il y a une petite chaise. La petite chaise nous empêche de faire le tour de la visite. Je barre le chemin, c'est ça. Et ça permet en fait de comprendre tout le travail qu'il y a derrière mes créations, et également toutes les possibilités qu'il y a en termes de personnalisation. Mais on comprend mieux, hein, parce que c'est vrai, quand on voit une montre, on n'imagine pas, quand on n'est pas dans l'horlogerie, quand on n'est pas des passionnés, on n'imagine pas le travail qu'il y a derrière, et en fait, tu nous permets de comprendre ce travail qu'il y a derrière. De là, je me mets là, je fais ça, etc. C'est impressionnant pour comprendre. Hein. Et sans cette visite, l'objet il serait muet finalement, comme toutes les montres qu'on va trouver dans n'importe quelle bijouterie où on arrive, et si on ne comprend pas le travail qu'il y a derrière, l'objet il raconte rien. Et en créant cette rencontre, en faisant comprendre aux gens toutes les personnalisations qui sont possibles, à la fin, quand ils regardent ma montre, ils comprennent ce qu'ils ont devant eux, et ils comprennent également ce qu'ils vont vouloir en faire. Et moi, je les accompagne pour leur permettre d'obtenir une pièce vraiment personnalisée. L'exemple que tu as cité là, pour la pièce de mariage, c'est encore un cran au-dessus, c'est encore plus extrême, puisque là, c'était à distance. Donc ça a été appel visio, appel téléphonique, SMS, mail, etc. On a avancé. Elle m'a dit ce qu'elle voulait. Moi, je lui ai fait des modélisations, des rendus pour qu'elle puisse voir ce que ça donne avant qu'on puisse avancer concrètement. Elle m'avait envoyé des codes couleurs, donc des codes Pantone que j'avais reproduits. Je lui ai envoyé des échantillons par la poste pour qu'elle les voit en vrai, qu'il n'y ait pas la surprise, parce qu'entre ce que l'appareil photo prend, ce que l'écran retransmet, il y a toujours un monde. Et on a avancé comme ça. Derrière, on avait fait une gravure qui reprenait donc, le motif qu'il y avait sur les faire-part de mariage. Elle avait choisi une finition de polissage particulière également. Donc on a vraiment fait une pièce 100% personnalisée avec la date du mariage qui apparaissait sur le cadran. On avait choisi la typographie, etc. Et pour moi, c'est l'essence de mon métier que de faire ce genre de pièce, puisque déjà, c'est infiniment émotionnel. Et pour moi, une montre, c'est porteur de sens. C'est un objet qui, à mon sens, doit déjà raconter quelque chose au moment où on l'acquiert. C'est pour ça qu'elle est personnalisée, ou qu'on l'achète à des moments clés de notre vie aussi. Ensuite, on la porte, on la charge d'histoire, et un beau jour, on la transmet. Et chez moi, cette transmission, elle est rendue possible par différents éléments. Donc, on a des verres en saphir à haute résistance aux rayures, des mouvements suisses, comme je te disais, qui sont très largement utilisés en horlogerie. Donc, c'est Sellita qui me fournit. Ils fournissent des grandes marques. Je ne sais pas si on a le droit de citer des noms ici, mais... Tu cites ce que tu veux. En gros, Hublot, Breitling, Taguer, Montblanc, etc. Il y a énormément de marques qui vont utiliser ces mécanismes-là. Et c'est l'assurance pour mes clients d'avoir un accès à ces pièces détachées, même sur le long terme. C'est ce que tu me disais, ouais. C'est ça. Le danger, entre guillemets, de faire même ton propre mécanisme interne qui fait fonctionner la montre, c'est que demain, tu n'es plus là. Il n'y a plus de personnes qui... Il y a des horlogers très compétents qui vont être capables de recréer la pièce, etc. Mais on n'est plus sur les mêmes budgets. C'est plus compliqué. Alors que là, n'importe quel horloger peut commander la pièce et réparer le mécanisme le cas échéant. Et il faut penser qu'un jour, je ne serai plus là. De toute façon, c'est des objets qui sont censés nous survivre pour être transmis. Donc, il faut penser à l'après. Et pour moi, c'est vraiment une sécurité que de me dire que ces pièces détachées, on y aura accès. Et le tout est protégé dans un boîtier qui a une étanchéité minimum de 100 mètres, voire même 300 selon les modèles. Donc, on a quelque chose qui va très bien survivre au quotidien et qui pourra jouer son rôle de transmission, tout simplement. C'est quoi les valeurs un peu que tu as voulu mettre dans ta marque et dans tes montres ?
Alors, je ne sais pas si je les ai mises dans mes montres directement, mais Le ce que fait j'essaie main, la dimension d'artisanat d'art, bien sûr, ça c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai été reconnu en tant qu'artisan d'art par la Chambre des métiers de l'artisanat. Pour moi, c'est une valorisation de mon savoir-faire et de tout le mal que je me donne, donc c'est toujours très gratifiant. Et puis surtout, il y a une dimension, pour moi, l'artisanat d'art, il y a une dimension d'ouverture et de partage. Le partage, c'est le fait d'avoir cet atelier qu'on peut visiter. Donc n'importe qui franchit ma porte a droit à sa visite et je vais lui montrer toutes les étapes de la réalisation de la montre, etc. S'il y a une intention d'achat, que ce soit pour une montre qu'il va s'offrir à lui-même ou offrir, il va pouvoir comprendre toutes les possibilités que ça peut apporter. Mais il y a cette dimension de partage aussi, de montrer tous les savoir-faire, l'artisanat d'art, valoriser tout ça. J'ai eu la chance d'avoir la classe de 3e du collège du Fiume, dont je suis un ancien élève, qui était venu visiter l'atelier, j'étais leur sortie scolaire. La boucle est bouclée. À chaque fois. Hein. C'est un beau retour aux sources, forcément. C'est beau. Mais voilà, pour moi, c'était énorme. Je voyais ces enfants qui découvraient l'artisanat par cette visite d'atelier. Il y en avait beaucoup. Moi, j'en ai un de ces enfants qui m'avait marqué parce qu'il m'a dit « Je pensais que les objets, c'était forcément fabriqués dans des usines. » Donc, la dimension d'artisanat, malgré le fait qu'on soit quand même en Corse, où l'artisanat est très présent. On sait que la coutellerie, la poterie, la céramique, etc., il y a énormément de métiers qui sont très existants. Et puis, l'artisanat est aussi gustatif. Chez nous, on a énormément de spécialités qu'on a la chance d'avoir et qui sont des savoir-faire ancestraux et séculaires. Donc, puis on a la chance de pouvoir aussi les connaître. Je pense que dans notre région, peut-être plus qu'une autre, on est aussi à taille humaine. Il y a par exemple aussi Marovelli qui fait le verre soufflé pour ses bijoux. Enfin, c'est des artisans après qu'on connaît. Toi, on te connaît même si on t'a jamais rencontré, mais par les articles, par les concours que tu as pu aussi gagner, les couteaux, les noms que tu dis, ça nous parle. C'est des noms qui nous parlent parce qu'on les a vus quelque part. C'est à taille humaine, on a la possibilité, je trouve aussi, de plus facilement les rencontrer, de plus facilement pouvoir les identifier aussi, nos artisans d'art. C'est la chance qu'on a dans ce territoire qui est moins urbanisé, on va dire, que dans les grandes métropoles où finalement il y a un anonymat général et on a peu d'occasions de visiter des ateliers, de rencontrer. Il y a beaucoup moins de foires de l'artisanat, etc., ou en tout cas elles sont peut-être un peu moins populaires, même si aujourd'hui l'artisanat, on y revient, les gens comprennent qu'un objet, s'il raconte quelque chose, c'est quand même une autre expérience d'utilisation finalement. Et pour continuer sur ces valeurs, donc il y a à la fois cette dimension de partage, cette dimension humaine, puisqu'il va y avoir le fait de rencontrer ces personnes, de leur partager ma passion. Et puis il y a aussi une valeur patrimoniale dans le sens où c'est un objet, puisqu'il est déjà chargé d'histoire, qu'on va l'apporter, ça devient instantanément des montres de famille, entre guillemets. Moi, ce qui me plaît, c'est quand j'ai été hyper touché sur plusieurs projets de clients que je ne remercierai jamais assez, qui m'ont fait confiance sur des montres ultra émotionnelles. Quand on grave le portrait d'un grand-père qui malheureusement n'est plus là au dos d'une montre, ou d'un proche qui a dû partir, forcément, c'est toujours viscéral comme création, et quand on me fait confiance, quand on me confie ce genre de pièces, pour moi c'est énorme et je me mets toujours en 4. Un très très bel exemple aussi, pour la dernière fête des pères, j'avais eu une maman qui avait offert avec la collaboration de leur enfant au père une montre qui en fait reprenait un dessin réalisé par leur enfant, et du coup j'ai reproduit derrière avec une gravure le motif réalisé par l'enfant, donc avec oui, c'est ultra personnel, le trait un petit peu tremblant des tout premiers dessins qu'on fait dans sa vie, et ça c'était gravé derrière la montre, et c'est énorme parce que ça c'est une pièce, je sais que la personne va la garder toute sa vie et un beau jour la transmettre. C'est vraiment l'essence de mon métier. Ouais, il y a l'histoire, hein, tu parles de l'histoire, c'est beau après de dire ça a été mon dessin par exemple. Ouais, c'est fou. C'est fou. On va parler un peu plus d'entrepreneuriat. Est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours voulu faire? Est-ce que tu t'es dit un beau jour je créerai mon entreprise, ou est-ce que c'est un peu quelque chose qui t'est tombé dessus? Moi, ça m'est un peu tombé dessus, hein. Comme je te disais tout à l'heure, moi j'avais
mon premier emploi qui m'attendait en Suisse. J'ai pas pu partir honorer ce contrat initialement. Ça s'est fait un peu par la force des choses. Et honnêtement, c'est apprendre au second degré ce que je vais dire, mais si j'avais la notion de tout le travail que ça réalisait, je réfléchirais quand même 5 minutes avant de me lancer, comme j'ai fait là, aux têtes baissées, puis on y est allé, j'ai lancé ma marque et j'ai ouvert mon entreprise, etc. Parce que dans cette visite que tu avais pu faire, je t'avais parlé aussi du travail invisible. Le travail invisible, ironiquement, c'est du métier d'image. Donc c'est quand je fais mes photos pour mon site, c'est quand je fais toutes ces vidéos, mon site internet, etc. Pour moi, c'est des heures et des heures de travail, parce qu'il y a le fait de faire la photo, il y a un travail de lumière, de composition, puis après il y a un travail de traitement d'image. On veut que le blanc soit le même blanc sur toutes les photos, pour que ce soit harmonieux et homogène sur tout le site. On veut enlever la petite poussière qui est tombée sur le bracelet, qu'on n'a pas envie de faire figurer sur le site. Donc il y a tout ce travail de retouche, etc., qui est ultra chronophage et qui n'est pas du tout reconnu. Parce que pour les gens, je suis une marque de montres de luxe, c'est normal. Tu as quelqu'un qui le fait pour toi. Ben oui, non mais forcément. Les vidéos aussi que tu fais, parce que tu fais aussi un travail de sensibilisation. Je parlais de LinkedIn, mais tu es également sur Instagram et TikTok, je me trompe, où tu vas montrer aussi, là je fais comme ça, la peinture, moi ça m'a impressionné, où tu zoomes et tu montres comment tu es précis sur la peinture des cadrans de tes montres. Enfin, tu fais un vrai travail de sensibilisation aussi avec la prise d'image, le montage, les voix, la publication, en étant community manager, je sais tout le travail qu'il y a derrière. C'est énorme. C'est énorme, et de publier en plus sur toutes les plateformes presque. Alors après, pour faire tout ça tout seul, j'ai la chance, entre guillemets, de pas du tout avoir de vie à côté de tout ça. Donc, c'est dit un peu brut de décoffrage, mais en fait, là, depuis que j'ai lancé mon entreprise, l'essentiel de mes journées, c'est vraiment créer, gérer mon entreprise, accueillir des clients, être à l'établi, être préparé pour les réseaux sociaux, etc., préparer la prochaine publicité, les prochains entretiens, etc. Donc, les prototypes. C'est ça. C'est énormément de sacrifices que j'ai fait, forcément, que je suis très heureux d'avoir fait. Attention, hein, moi, je ne suis pas là pour pleurer. Au contraire, je suis très heureux. Je fais les choses dans mon village, c'est énorme. J'aurais pas pu faire autrement de toute façon si j'avais voulu accomplir toutes ces choses. Si j'avais voulu monter cette entreprise, j'aurais pas pu faire autrement, ou alors ça aurait pas été viable. Si j'avais dû embaucher du monde, ça aurait juste pas été. J'aurais pas pu rémunérer qui que ce soit. Aujourd'hui, je me suis pas encore rémunéré. Je me suis pas encore versé mon premier salaire. Ça fait 4 ans. C'est ça. Donc pourquoi ? Parce que j'ai toujours tout réinvesti dans mon entreprise. J'ai acheté ces machines pour pouvoir rester dans cette dynamique de faire des choses depuis mon atelier. La facilité, c'est de sous-traiter. Il y a plein d'entreprises ultra compétentes qui vont peindre les cadrans, qui vont faire le travail de finition, d'assemblage même. Hein. Il y a beaucoup de marques prétendument françaises qui sous-traitent 99% de ce qu'ils font, quoi. Eux, ils sont là pour distribuer la pièce, la conditionner à la limite, mais il y a peu de travail qui est réalisé sur place, souvent. Et ça, c'est ce que je déplore. Et c'était pas ce que tu avais envie de mettre dans ton entreprise et dans tes montres. Ben voilà, moi ce que j'ai envie, c'est de créer ce moment de partage, et pour moi ça se traduit par cette visite d'atelier. Si je fais rien, j'ai rien à faire visiter, j'ai rien à partager. C'est une boutique. Ben voilà, je serai assis sur ma chaise en me disant regardez s'il y en a une qui vous plaît, mais raconterai rien. Et pour revenir tu me disais la dernière fois que du coup je suis venue visiter ton atelier, que c'était justement un investissement pour plus tard. Ben voilà, c'est toutes ces machines-là que j'ai pu acheter. Maintenant, bon, il y en a certaines qu'il va falloir renouveler, parce qu'il y a des durées de vie, il y a des usures de certaines machines, forcément. Mais pourquoi j'ai eu la chance de faire tous ces investissements-là ? Parce que je suis réaliste. Hein. Moi, si j'avais eu un loyer à payer, j'aurais pris un métier qui payait les factures, et j'étais pas dans mon village à créer des montres. Il faut aussi avoir la transparence de dire que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont dit fais ce que tu as à faire, tu t'inquiètes pas de là où tu dors et de ce que tu manges, et mets-toi à fond dans ton projet. Chose que j'ai fait, et ça m'a permis de monter tout ça. Mais l'entourage ultra important, c'est parce que l'entourage tu le dis. Ultra important pour ça. Alors déjà, oui, j'ai pu rester habiter chez mes parents et tout réinvestir dans l'entreprise sans avoir besoin de me verser de salaire. Et l'entourage ultra important dans des moments de doute qu'on traverse souvent quand on est entrepreneur, hein, parce que
On a des activités en dents de scie. Il y a des mois où on vend 0 montre. Voilà, il y a des mois, forcément, ici, c'est l'hiver, il n'y a pas grand monde. Où on ne vend pas 0 montre, mais on va avoir une activité qui est vraiment inférieure à ce qu'on pensait. Et là, on se remet en question, on se dit, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce que finalement, la nouveauté plaisait, puis maintenant, ça y est, c'est plus nouveau. Donc les gens se sont lassés. Est-ce qu'un jour, je vais pouvoir me verser un salaire? Il y a ces enjeux, voilà, forcément. Mais tout ça, c'est des questions qu'on ressasse en permanence. Et quand on est entrepreneur, on l'est 24 heures sur 24. Alors, c'est compliqué à vivre aussi pour l'entourage. C'est pour ça que je suis très heureux d'avoir ma famille qui a la tête comme ça, de m'entendre parler de montre H24. Je ne sais parler que de ça. En plus, c'est devenu maladif. Mais c'est normal. C'est un peu mon bébé. Ah ben oui. Et ça, c'est des sacrifices qu'on est heureux de faire quand on est entrepreneur et qu'on entreprend dans quelque chose qui nous passionne. Mais si on n'a pas cette passion, je pense qu'il y a d'autres chemins plus enrichissants. Sur tous les aspects, tout simplement, à suivre. Il y a des gens, l'entrepreneuriat, c'est pas leur truc, ils vont faire leurs heures, et puis le soir, ils vont faire ce qu'ils veulent, et le week-end, ils vont faire ce qu'ils veulent, et puis le métier est simplement alimentaire, et ils avancent comme ça dans leur vie. Et il y en a qui sont très heureux comme ça, et c'est très bien, ça va dépendre des tempéraments de chacun. Moi, j'ai toujours eu cette volonté de créer. Alors, je ne pensais pas créer pour mon entreprise, j'ai eu la chance de le faire, mais finalement, à tous les profils qui vont s'offrir à nous, on va avoir des chemins de vie qui vont se tracer naturellement. J'aimerais aussi que tu nous parles un peu, tu nous parlais du métier invisible qu'il y a derrière l'entrepreneuriat, tu nous parlais de la création de contenu, de l'image, quelque chose que tu as créé aussi, on en parlait la dernière fois, ça a été un peu ton personnage. Oui, je suis venu dans mon déguisement aujourd'hui. Je suis venu dans ma tenue de travail avec laquelle j'accueille les personnes à l'atelier. Et en fait... Comment tu l'as réfléchi un peu? Est-ce que ça a été une évidence dès le départ de te dire il faut que j'aille plus loin dans ma démarche et que je monte un personnage, il faut que ça soit plus crédible, plus logique, alors, je sais pas. Monter un personnage, je sais pas si c'est le bon terme parce qu'on a l'impression qu'on trompe les gens quand on dit ça. C'est sûr. Donc c'était pas monter un personnage, c'était plus proposer aux gens l'expérience à la hauteur de ce que j'espérais. C'est-à-dire que je suis toujours en chemise à l'atelier, j'essaie de présenter bien, etc. Il y a le petit café qui est offert, etc. Donc j'essaie vraiment d'accueillir les gens comme il se doit, au même titre en fait, que dans les grands restaurants, la personne qui va nous servir va être bien habillée, etc. C'est point service. Et finalement, c'est une expérience que j'essaie de proposer à mes clients. Tout ce que je fais, que ce soit sur comment je me présente, comment je fais visiter l'atelier, etc., c'est vraiment au service de l'expérience que je vais proposer à mes visiteurs et à mes clients. Cette expérience, elle commence au moment où on me découvre par hasard, par un ami, par les réseaux sociaux, par une visite impromptue de l'atelier. Moi, j'ai des gens qui m'ont dit j'ai vu Montre Le Meur, Mouvement Suisse à Mecorse, je suis rentré par curiosité. Et finalement, il y a eu un coup de cœur. Ils se sont achetés une de mes créations et j'aurais fait une pièce unique et ils étaient super heureux. Et moi, ça commence là, ça se poursuit dans l'atelier. Il y a cette visite, il y a la réalisation de la pièce, il y a le moment où ils découvrent leur pièce pour la première fois. Et j'avais fait aussi, pour parler toujours de ces métiers d'image, toutes mes pièces personnalisées, elles arrivent accompagnées d'une petite carte métallique qui fait clé USB sur laquelle on trouve une vidéo unique tournée pour chacun de mes clients, dans laquelle ils vont voir toutes les étapes de la réalisation de mes garde-temps et l'étape de personnalisation de leurs pièces, avec la gravure, la peinture du cadran, etc. Et ça, c'est possible quand on travaille à échelle humaine comme moi, qu'on fait 40 montres par an. C'est ça. Alors là, avec l'IA, je suis sûr que bientôt, ça va se démocratiser. Ils vont réussir à faire une espèce de fausse voix humaine qui dit « Bonjour, monsieur Untel, voici votre montre ». Mais ça n'aura pas le même impact, selon moi, que la vidéo. On sait que j'ai pris le temps de prendre mon trépied, de me mettre à mon établi, de dire « Bonjour, monsieur Untel, voici comment a été réalisé votre garde-temps ». Et ça reste dans cette dimension de valeur humaine qu'on essaie de transmettre à la fois. Quand je dis on, en fait, j'inclus aussi tous les artisans avec lesquels je collabore et avec lesquels j'espère collaborer aussi. Il y a en fait cette espèce d'aventure de l'artisanat d'art, c'est une aventure humaine. Humaine entre les artisans et avec toutes les personnes qui viennent à notre rencontre dans nos ateliers, sur les foires, pour ceux qui ont des activités compatibles avec la présentation sur foire.
moi, mon assureur voudra jamais que j'arrive avec une table. C'est ce qu'on se disait, oui. Oui, pourquoi tu vas pas montrer à la foire de Bocognane c'est un peu oui, compliqué. une petite table avec 100 000 euros de vin, jamais de la vie. C'est un peu délicat, on va dire. C'est un peu délicat. Pour autant, j'arrive à être présent sur certains événements. Donc là, sur Marseille, on avait été présent je dis on parce que je vais t'expliquer comment ça s'est passé. En fait, à l'Intercontinental, il y avait une soirée privative par un club de cigares autour du monde du cigare, du coup. Ça s'appelle le Club des Volutes. C'était la 3e année que je venais, donc ils me connaissaient déjà, ils connaissaient mes créations, mon travail. Et cette année, la nouveauté que je leur ai proposée, c'est que j'ai demandé à des amis artisans de me réaliser des objets autour de la thématique du cigare et du monde du cigare. Donc on a eu la céramiste Aude Lucchesi qui nous a réalisé des cendriers en terre cuite avec différentes techniques, le raku, des terres qu'elle prélève elle-même ici en Corse et qu'elle retravaille, qu'elle nettoie pour pouvoir ensuite les travailler. On a également le coutelier Luc Plavis qui nous a réalisé un coupe-cigare un peu noustral et encore, on avait sa façon, lui il travaille sans affûter les lames. Donc c'est un travail tout à la lime qui est extrêmement fin, la lame elle est d'une finesse incroyable, ce qui est parfait pour couper le cigare. Après, on a également Jean-François Moretti qui est également coutelier, qui nous a fait à son style un couteau en carbone avec une lame inox, un motif bouchonné qui rappelle l'horlogerie. Enfin, tout le monde a travaillé un peu avec sa patte. Et j'ai présenté aussi le travail de mes amis artisans avec qui on a fait ces collaborations. Donc Xavier Biancari, Mathieu Graziani, dont je te parlais tout à l'heure pour les 2 éditions limitées. Et un artisan que je voulais mettre à l'honneur aussi un peu, qui est un peu le ciment qui nous lie tous, c'est Doumé Santoni, qui est artisan du cuir, qui a un métier qui est extraordinaire dans la mesure où lui, il arrive à travailler avec tout le monde. Ah ouais. Le cuir, on peut le faire pour les bracelets de mes montres, mais pour les protéger cendriers, les couteaux. Alors, bien sûr, les étuis à couteau, mais même pour les cendriers, il avait fait des petits sous-mains sur mesure en cuir qui venaient se placer en dessous du cendrier. Ça faisait un ensemble, mais qui était d'une homogénéité et d'une harmonie qui était incroyable. Et ce genre d'harmonie, on peut la trouver que dans l'artisanat d'art, selon moi, parce que est-ce qu'on peut considérer quelque chose réalisé de façon industrielle avec la même technique ? Oui, ça sera ultra homogène, mais est-ce que ce sera harmonieux ? Je pense qu'il n'y a que la main de l'homme qui peut apporter cette harmonie, en fait. Et c'est là que l'artisanat d'art brille, finalement. Est-ce que tu peux repiocher une petite carte ? Bien sûr. Exportation. L'exportation, alors, moi, je ne suis pas distribué. Les ventes se réalisent directement depuis mon atelier ou sur mon site internet. Par contre, pour autant, j'ai la chance d'avoir beaucoup de garde-temps qui sont à l'étranger. Donc j'en ai pas mal aux États-Unis, au Luxembourg, en Suisse, en Belgique, en France continentale, bien sûr, en Espagne. Et je ne sais pas si j'ai cité la Suisse aussi, mais donc j'ai la chance d'avoir du coup des passionnés d'horlogerie qui, lorsqu'ils réalisent qu'ils peuvent avoir vraiment une montre sur mesure, c'est ça, un garde-temps. C'est ça, un garde-temps. C'est une personne qui va acheter tes montres. Non ? Un garde-temps, c'est l'objet en tant que tel. Oui. Une montre, c'est un garde-temps. Ok. Voilà. Après, vous pouvez être le gardien de votre garde-temps si vous le souhaitez, mais c'est encore autre chose. Ok. Il y a une très très grande marque qui s'appelle Patek Philippe. Leur slogan, c'est jamais vous ne possédez une Patek Philippe, vous en êtes seulement le gardien pour la génération future. Je pense que c'est assez symbolique de ce que doit être l'horlogerie de luxe à mon sens. Et ce qu'on essaie d'apporter en plus de tout ça, en tant qu'artisan d'art, c'est cette dimension de rencontre humaine et de partage au sein de nos ateliers. C'est ce qu'on essaie d'apporter comme différence, puisqu'aujourd'hui, alors il y a des très grandes marques qui arrivent à avoir des salons magnifiques, où quand on arrive, le personnel de vente est ultra qualifié, a fait des formations où ils sont capables de parler du mécanisme qui va animer telle et telle montre, la complication, etc. Donc on a des vendeurs qui sont experts dans ce qu'ils proposent. Ça, par contre, c'est vraiment les très très grandes marques. On va voir le salon Patek Philippe, les salons Vacheron Constantin, etc., où on va avoir ce genre de personnel ultra qualifié. Et puis après, ce que je déplore parfois, c'est qu'on va avoir des fois simplement affaire à des vendeurs. Et j'ai beaucoup de mes clients qui m'ont confié avoir été déçus en rentrant dans certaines boutiques où ils se retrouvaient devant un vendeur, une vendeuse, qui était juste là pour dire que la montre allait bien. Oui. Et qu'elle était belle. C'est parce qu'ils attendaient, quoi. Et il me disait, j'étais dégoûté parce que moi, j'arrivais en disant, du coup, c'est le mouvement, telle référence dedans et tout. Et je voyais que la personne ne savait pas du tout de quoi il parlait. Et ça, c'est une déception qui est compréhensible
pour quelqu'un comme moi qui est passionné d'horlogerie. Et j'ai toujours cherché cet échange dans les boutiques et j'ai eu la chance d'en trouver beaucoup. Il y a beaucoup de boutiques qui sont exemplaires, j'ai pu en citer tout à l'heure. Et puis on a souvent des patrons et du personnel qui est passionné. Mais quand on tombe sur celui qui est là juste pour vendre une montre et qui ne s'intéresse pas forcément à ce qu'il propose, il y a une déception qui est lourde pour les passionnés d'artisanat d'art et les passionnés d'horlogerie. C'est ce qu'on essaye de combattre, entre guillemets, à notre petite échelle, en étant artisan d'art et en faisant cette visite d'atelier et en créant cette rencontre, tout simplement. Parce que de ce que tu me disais, tu fais entre 40 et 45 montres par an, à 70 à 80 heures par montre. C'est ça. Alors c'est une moyenne, forcément, il va y avoir des montres qui vont demander moins de temps. Typiquement, les montres où le cadran n'est pas réalisé par mes soins, quand c'est pas moi qui peins le cadran, il y a toutes les heures de travail que je passe à réaliser le cadran qui sautent. Donc moi, je reçois mon cadran tout prêt, puis après, je fais le reste de mon assemblage, réglage, test d'étanchéité, fiabilité, etc. Puis après, il y a des pièces beaucoup plus complexes, comme ce qu'on va retrouver ici, qui sont réalisées à 4, voire 6 mains. Là, on a les heures de travail qui s'accumulent et on a des pièces extrêmement complexes. Pour avoir cette capacité annuelle de production d'environ 40 montres, tout modèle confondu, moi, je travaille toujours par série. Quand on me demande de peindre un cadran, j'en peins jamais un seul. Ça n'aurait pas de sens. Parce que si je fais une erreur, la moindre coulure, bavure, poussière, c'est pas rattrapable. Donc on recommence de zéro, tout le travail de peinture. Donc, pour ne pas être renvoyé des jours en arrière à chaque fois qu'on a un problème, selon la complexité de ce qu'on me demande, j'estime s'il faut que je commence avec 10, 15, 20 candidats. Et au fur et à mesure que j'avance... C'est fou. C'est-à-dire que pour une montre, tu vas faire 20 fois ta pièce pour être sûr qu'il y en aura une qui sera parfaite. Enfin, j'aurai un cadran qui sera bon. C'est fou. C'est ça. Mais c'est pas fou, c'est juste des standards. Non, mais nous, toi, j'imagine que ça te paraît normal, mais nous, on se dit, bon, tu fais un cadran, quoi. On s'imagine pas, tu vois, même ça, tu nous parles de 80 heures, qu'est-ce que ça représente 80 heures? Là, on comprend. C'est-à-dire que tu en fais 20 pour qu'à la fin, il t'en reste un. C'est ça. Et puis, tu dis, tu peins un cadran, mais moi, sur le cadran, ce que j'inscris, c'est mon nom de famille. Je réponds personnellement. Et pour moi, c'est aussi l'implication qui est derrière toutes les pièces d'artisanat d'art. Un artisan d'art, il répond personnellement de sa pièce. Nouvelle petite carte. Très bien. Ton plus gros challenge dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est... On parlait d'exportation... Bon, même si tu dis que tu passes la plupart du temps en direct avec les personnes, est-ce que c'est la recherche et développement? Est-ce que c'est le dépôt de marque? Qu'est-ce qu'à un moment tu t'es dit je m'attendais pas à ça dans l'entrepreneuriat et au final j'y suis confrontée? Ça peut être la compta peut-être. En vrai, il y a une certaine lourdeur administrative dans notre pays, forcément. Moi, j'ai la chance d'avoir un expert comptable à qui j'envoie mes factures de charges et de produits. Et puis lui, il s'occupe de faire ma déclaration de TVA, de faire mon bilan, etc. Ça, heureusement que j'ai ça. C'est finalement la seule personne qui m'épaule aujourd'hui, parce que pour tout le reste, je suis tout seul. Ça, heureusement que ça existe. Après, les challenges que j'ai eus dans l'entrepreneuriat, j'ai eu la chance de les affronter jamais seul. J'ai engrangé tellement de connaissances et de choses qui sont concrètes en fait. C'était moteur en fait pour toi. Oui, parce que je me disais pas c'est la galère, il faut monter à Corté et tout. Je me disais putain, aujourd'hui là c'est le cours d'expérience utilisateur, on va apprendre différents axes pour vraiment proposer un truc unique à mes clients et tout. Et ce genre de synergie qu'on essaie de créer aussi avec la fac. L'année dernière, avec une classe de master en marketing, on a fait un atelier autour de mes créations. Autour de mon métier, de mon travail, et on a exploré différentes pistes au niveau du marketing. Et là, cette année, normalement, on devrait refaire encore l'exercice. C'est génial. Donc voilà, créer ce genre de synergie entre à la fois le monde entrepreneurial et académique, c'est super important parce que ça permet de montrer à la génération de demain que non, encore une fois le plafond de verre, on peut être en Corse et créer des choses. On a des super belles entreprises ici en Corse et des projets qui sont très intéressants, qui sont hyper innovants et qu'on a la chance d'avoir sur notre île. Ça existe. Et après, c'est sûr que c'est des sacrifices, etc. Mais c'est possible. Il ne faut pas se mettre encore une fois ces barrières qui n'existent pas finalement.
C'est une question de choix, hein. Tu parles de sacrifice, même au niveau pro, perso, l'investissement pour le futur. En fait, c'est un choix que tu as fait en te disant c'est ici que je veux le faire, c'est ton choix. Il faut que j'investisse au préalable pour pouvoir réaliser ce que j'ai envie de faire. C'était un choix. Enfin, c'est une succession de choix qui ont fait que ton entreprise, le nom de ta marque, le nom de tes montres, fait que ça rayonne autant. Maintenant, ça a été une succession de choix que tu as assumé aussi. Tu parlais tout à l'heure du jour férié. Enfin, tout participe en fait à l'histoire de ta montre. Là, les collaborations que tu peux faire avec l'université, avec d'autres écoles de sensibilisation, tout le travail que tu fais, c'est un tout. C'est les choix que tu as fait pour ta marque. C'est ça. Et puis, ces sacrifices, voilà, il y en a qui pensent que l'entrepreneuriat, c'est partir à Dubaï, ouvrir un espèce de truc de vente de formation et ça y est, on peut rouler en Lamborghini toute la journée et faire la fête tout le temps. Et finalement, l'entrepreneuriat, c'est juste être patron et apparemment, pour certains, il suffit d'avoir un numéro de SIRET et ça y est, les sous arrivent sur le compte. Je ne sais pas comment ça marche exactement, mais non, l'entrepreneuriat, c'est forcément des sacrifices. Après, c'est des sacrifices qu'on fait volontiers parce qu'on est passionné par ce qu'on fait. Moi, j'ai pas pris de vacances techniquement depuis que j'ai lancé mon entreprise. Mais mes dernières vacances, finalement, c'était quand je suis monté à Marseille, à l'Intercontinental, que j'ai présenté non pas seulement mon travail, mais aussi tout le travail de mes amis artisans, comme je t'ai évoqué tout à l'heure, puisqu'eux, ils n'ont pas pu monter. Moi, je suis monté tout seul et j'ai pu finalement présenter leur travail et sans se déplacer, ils étaient présents. Pour moi, ça, c'était des vacances parce que j'étais ultra heureux de parler à des gens qui, je le savais, étaient intéressés par l'artisanat d'art, de mes amis artisans d'art qui se donnent un mal de chien à faire des choses extraordinaires et les faire sur notre île, les faire bien. Donc ça, pour moi, c'était des vacances. Après, c'est sûr, je suis revenu, j'étais sur les rotules, on ne pouvait plus parce qu'il faut partir, se mettre en place, machin, c'est toujours la course. Mais c'est des vacances. Quand je suis parti me former en Suisse au polissage, c'était une formation de 4 semaines, des vacances. J'allais, j'apprenais un nouveau truc. Ça te sort en fait, quand ça te sort de ton quotidien, tu t'appelles ça des vacances. C'est ça. C'est une petite vacance là. C'est une petite matinée vacances. Ouais, c'est une petite matinée vacances et puis je joins l'utile à l'agréable puisque j'en profite après pour quelques rendez-vous sur Ajaccio. Donc c'est toujours plaisant. Mais moi j'ai la chance de ne pas avoir un métier ultra répétitif. Parce que j'ai pas 2 journées qui se ressemblent. Quand j'arrive à l'atelier, il va y avoir des moments où je vais me dire, bon ben là, en ce moment, c'est préparation des mécanismes, des mouvements de montre, pour gagner du temps après, si j'ai une commande, d'avoir le mécanisme tout prêt à assembler ensuite dans ma montre, etc. Donc je fais tout le réglage, vérification, des lubrifications, des ébats, etc. Donc on s'assure d'avoir un truc qui soit propre en termes de précision, etc. Il y a des moments, je vais me dire, je vais faire que du test d'étanchéité, que de la peinture de cadran, que du polissage. Des fois, il y a des journées, je le déplore, c'est que des vidéos pour Instagram. Ça fait partie aussi du métier, mais moi j'ai ce côté... Pour le moment. Oui, c'est sûr, c'est le premier truc que je vais déléguer. Mais finalement, même dans les vidéos et tout, ça me plaît. Parce que j'ai beaucoup fait de photos quand j'étais plus jeune. Un ami photographe qui m'avait montré plein de trucs. J'étais toujours avec lui sur des shootings. Il m'apprenait. Donc, j'ai toujours été curieux de tout, en fait. J'ai toujours voulu apprendre sur plein de domaines. Je me suis toujours intéressé à plein de choses. Et quand je fais une vidéo, j'essaye toujours de faire un truc un peu sympa. Là, j'ai commandé des nouveaux objectifs particuliers pour faire des plans vraiment très très macro où on rentre quasiment on a l'impression de rentrer dans la montre presque. Donc ça, c'est du matériel que j'attends impatiemment. Ça, j'ai passé la commande la semaine dernière. Mais j'essaie toujours d'évoluer, de proposer plus de choses. Et si on fouille sur mes réseaux sociaux, il n'y a jamais 2 fois la même photo qui ressort. Parce que j'ai pas envie, même si la photo j'ai sortie il y a 2 ans, j'ai pas envie de la recracher encore et encore sur les réseaux. Et ce qui me plaît, c'est de voir mon évolution aussi. Oui. Parce que si je rembobine mes réseaux sociaux, entre guillemets, j'arrive à voir vraiment la différence qu'il y avait entre les premières photos où j'arrivais pas à gérer certains reflets sur mes montres qui sont compliqués à prendre en photo parce que c'est tout polymiroir. Et les photos d'aujourd'hui où c'est pas parfait, il y a toujours des trucs à améliorer, mais j'arrive à voir ma progression et ça, c'est ultra motivant parce que tu te dis, à l'époque, j'avais l'impression que j'étais au max, que et en fait, tu t'es amélioré, quoi. Et finalement, j'ai réussi quand même à m'améliorer. Donc,
on repousse toujours un peu plus ses limites. Tiens, retire, c'est la prochaine carte aussi de... On arrive sur les 2 dernières questions. Vaste question, du coup. Donc, ton ambition. Ce que tu imagines pour la suite. Ben moi, la suite, tout simplement, serait de commencer à vivre de ma passion dans mon village, sur mon île, tout simplement. Mon ambition, c'est que les gens comprennent aussi ce que j'essaye de faire avec les montres Lemeur. C'est-à-dire que de proposer des pièces porteuses de sens, des pièces qu'on va vraiment imprégner de soi et qu'on va transmettre. Ça, c'est quelque chose qui rentre de plus en plus dans l'imaginaire collectif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent des fois et qui pensent que je suis simple vendeur. Oui. Malgré tout le mal que je me donne à essayer de communiquer là-dessus, à montrer que je travaille, que je fais des personnalisations, etc., il y a encore des gens qui découvrent qu'on peut personnaliser. Ah, je pense que toujours. Hein. Oui, non, je sais. Et heureusement, parce que ça veut dire que j'ai pas encore épuisé le nombre de clients potentiels, finalement. Et je trouve que le mot montre personnalisée, il n'est pas élégant. Il ne reflète pas ce que j'essaye de faire. Moi, j'essaie vraiment de parler de montre personnelle. C'est-à-dire que la personne, quand elle vient, qu'elle fait cette visite, elle va se projeter, elle va s'engager finalement dans le processus créatif de sa montre. Elle aura des bases qui sont les modèles que je propose, sur lesquels elle va pouvoir intervenir au niveau du cadran, des gravures, des finitions de polissage, etc., pour vraiment avoir une pièce unique et à son image. Et pour moi, c'est vraiment ça l'essence de l'horlogerie de luxe et de l'artisanat d'art. C'est cette rencontre humaine et l'obtention d'une pièce unique porteuse de sens. C'est quelque chose qu'on ne va pas pouvoir retrouver ailleurs. Donc mon ambition aujourd'hui, c'est de conserver mes petites quantités de production finalement, qui vont me permettre de conserver cette rencontre avec mes clients et de leur proposer vraiment des pièces uniques et personnalisées. Et j'avais souvent cette image des 2 chemins devant moi. Soit on reste à petite échelle comme je fais, c'est ce que je te décris là, pour vouloir faire vraiment du très très personnel, très personnalisé, faire des pièces uniques à tous mes clients. Ou alors l'autre, c'est on développe, on fait plus de montres, on fait du coup on embauche des gens au marketing pour vendre toutes ces pièces qu'on produit, etc. Et on commence à être distribué, machin. Alors ça, oui, c'est sûr que ça doit être super enrichissant aussi. Mais aujourd'hui, le fait d'avoir monté cette expérience utilisateur, cette visite, ces rencontres humaines, tout simplement, que je crée sur place, et le fait de faire des pièces uniques qui, je sais, sont ultra émotionnelles et vont être portées avec amour et un beau jour vont être transmises, moi, c'est ça qui me porte aujourd'hui. Après, peut-être que demain, je lancerai une nouvelle gamme qui, elle, sera vouée à être fabriquée à plus grande échelle, et distribuée, etc. Oui. Et il n'y aura plus cette dimension ultra personnelle que j'essaie d'avoir. Et ça serait du coup une gamme différente. Ça, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, moi, ce qui fait que quand je me lève le matin... Tu as peut-être un équilibre qu'il est possible d'atteindre plus tard. Une montre qui te permettrait de vendre plus de quantité, de faire plus de chiffre d'affaires aussi, voilà, pour... une espèce de sécurité, de stabilité. Ouais. Et toujours te permettre de continuer dans ton expérience utilisateur, ce que tu nous disais avec l'expérience que tu proposes à toutes les personnes qui viennent dans ton atelier, toutes les personnes qui souhaitent acquérir une montre, de garder ces 2 aspects-là. C'est ça, c'est ça. À voir. Est-ce que dans une de tes ambitions, je sais qu'on en parlait aussi lorsqu'on s'est rencontrés à Solenzara la dernière fois, tu me parlais de cette association entre artisans d'art, de plus collaborer encore. Est-ce que ça serait aussi une ambition de connaître plus de personnes d'artisans d'art en Corse, de continuer à développer des choses en partenariat, de créer une communauté d'artisans d'art? Est-ce que ça c'est une ambition? Est-ce que c'est quelque chose que tu imagines, que tu voudrais? Ah oui, c'est le but qu'on s'est fixé, c'est l'objectif qu'on s'est fixé du coup avec mes amis artisans dont je t'ai parlé tout à l'heure, que ce soit Doumé, Xavier, Mathieu, Jean Dossoussi, etc. Enfin voilà, on est vraiment, Luc, Audelouquet, Jean-François, on essaie vraiment de créer ces synergies entre artisans et de faire évoluer certaines mentalités, puisque alors là, ce que j'ai cité sont tout à fait d'accord avec moi, et on a la chance d'avoir encore plein d'autres artisans qui nous suivent à 100% quand on dit ça. Mais voilà, on n'est pas concurrents, on est complémentaires. C'est quand on travaille ensemble qu'on fait les plus beaux objets. Le jour où tout le monde aura compris ça, on aura les plus beaux objets de la création qui vont commencer à surgir sur notre île, et même au-delà de notre île.
puisque les gens comprendront que nos savoir-faire, on peut les assembler et faire des choses vraiment exceptionnelles. J'essaie même de développer par-delà notre seul territoire insulaire. Là, j'ai une artiste. J'ai une artiste marseillaise qui m'a réalisé des dessins. Ça, je vais l'annoncer prochainement. C'est encore un peu dans les tuyaux. Je suis sur du prototypage. Ouais, c'est une news. Ouais, voilà. Mais je m'avance pas plus sur le projet, j'en dis pas plus. Mais voilà, on a des choses qui se mettent en place et on essaye de créer des synergies à la fois entre les artisans, mais entre les territoires aussi. Parce que, oui. Pour revenir sur les valeurs de mon entreprise, il y a toute cette dimension d'artisanat d'art, etc. Mais l'artisanat d'art, c'est une ouverture et un partage. C'est aussi pour ça que toutes mes montres, elles ont un nom en Corse. Voilà. Aprime, la première. Lucerne, ça veut dire le cernier, c'est une espèce de mérou qu'on a sur nos côtes, pour la montre de plongée. Andarine, pour le modèle avec fonction GMT qui permet d'afficher plusieurs fuseaux horaires. C'est toujours un nom en Corse. Par contre, c'est jamais un nom qui est excluant. Excluant dans le sens où, si on parle pas notre langue, si on parle pas corse, les mots en CHJ, GHJ, etc., on va pas forcément savoir les prononcer. Et du coup, quand on voit ce mot qu'on n'arrive pas à prononcer, on se sent exclu. Et ça doit pas être ça. L'artisanat d'art, ça doit pas être ça. Ça doit être une ouverture vers les autres. Donc, c'est pas je mets un nom corse parce que du coup, ça s'adresse qu'aux Corses et voilà, et machin. Ouais. Tu as quand même pensé à l'exportation de te dire c'est quand même lisable. Mais c'est même pas une idée d'exportation, c'est une idée de découverte de quelqu'un qui va dire elle s'appelle Andarine. Qu'est-ce que c'est Andarine? Andarine, c'est quelqu'un qui est toujours par Monts et par Vaux, qui est un peu girandouland, et on dirait dans certaines autres régions. On découvre une langue et on a envie de la découvrir puisqu'elle n'est pas excluante. On a vu ce premier mot qui est joli, qui a une belle sonorité, on comprend son sens, tout l'imaginaire collectif qui est autour de certains de ces mots, et on découvre une langue et une culture dont on ne fait pas forcément partie. Voilà, moi j'ai des clients qui ne sont pas corses, qui ne parlent pas du tout notre langue, etc. et qui la découvrent parfois au travers de mes créations. Aprime, c'est la première, etc. Même pour les éditions limitées, du coup Ferral, ça veut dire le forgeron, donc c'est cette montre qu'on a fait avec le coutelier Xavier Biancaril, et pour celle en micro-marqueterie, elle s'appelle Pourtantine, donc c'est la petite boussole, puisque on a ici une rose des vents sur le cadran en micro-marqueterie, et c'est un clin d'œil au fait que les montres avec fonction GMT font également boussole. Si on pointe l'aiguille des heures vers le soleil, l'aiguille GMT indique le nord si on est dans l'hémisphère nord et le sud si on est dans l'hémisphère sud. C'est très connu par les marins, les militaires, les randonneurs, etc. Et c'est plein de petits clins d'œil comme ça qui invitent finalement à découvrir notre culture et notre patrimoine matériel et immatériel. C'est super, j'adore. Alors, d'évidence, il n'y en a jamais vraiment eu, parce que c'est toujours un choix de nommer, ne serait-ce que le nom de ma marque, d'avoir pris mon nom de famille. Tu t'es posé la question aussi de savoir comment tu... Bien sûr, comment je vais appeler mes montres. Alors j'avais pensé à plein de choses, et puis après, on risque de m'embêter pour des raisons de propriété intellectuelle, s'il y a une sonorité qui ressemble, machin. Moi je me souviens, quand j'avais lancé les chronographes de régate, chronographe régate, ça s'appelait, j'avais essayé de déposer le nom du modèle. J'avais eu une marque de télescopes et de lentilles allemandes qui avait attaqué ma marque, parce qu'eux, ils avaient un modèle de télescope qui s'appelait Régate. Et je me suis dit, si eux, qui fabriquent des jumelles, m'attaquent en Allemagne, m'attaquent moi en Corse, qui fait des montres, je me suis dit, là, je ne sais pas à quoi j'ouvre la porte si je lance une marque avec une consonance. Il va forcément y avoir quelqu'un. Donc, sur Olympie, on peut faire des recherches, on peut faire mais il suffit que ça sonne pareil. À ce moment-là, on ne peut pas faire de recherche de consonance, finalement. Donc, j'avais trouvé plein de trucs. Puis après, je me suis dit, est-ce que tu ne vas pas regretter de prendre un mot qui fait sens aujourd'hui, mais dans X années, peut-être qu'il y aura un regret, un truc. Et je me suis dit, mais en fait, c'est toi qui vas tout porter. C'est tes bébés, donc c'est mon nom de famille qui doit être sur le cadran. Parce que j'en réponds personnellement, ça on en parlait tout à l'heure. Il y a vraiment cet investissement de ma part et cet engagement. Et la plus belle preuve de cet engagement, c'est de mettre mon nom de famille sur le cadran. Donc ce nom, ça veut dire je serai là. Ça veut dire je ne vais pas disparaître après-demain. Une fois que vous m'aurez acheté la montre, je ne vais pas disparaître dans la nature et vous allez vous retrouver avec un truc qui, le jour où il tombe en panne, s'il y a un souci ou quoi que ce soit, vous n'avez plus personne vers qui vous tourner.
C'est un engagement. Voilà, Ouais. ça veut dire que je suis là et j'en réponds personnellement. Là cet été, pareil, j'ai eu un client qui avait fait tomber sa montre. Ça arrive, voilà. Ça arrive. Et il était venu me voir, il m'avait déposé la montre et tout. Et c'était un dimanche matin parce qu'il devait monter à Saint-Florent. Et il m'a dit, je suis désolé de vous déranger un dimanche. Je dis, non, pas de souci. Il m'avait passé un coup de fil, on s'était donné rendez-vous, 9h du matin, un truc. Et il dit, je suis désolé. J'ai écouté, vous vous souvenez, le jour où vous avez acheté la montre, j'étais très disponible. J'avais répondu présent, on avait trouvé une date, etc. J'étais très disponible. Cette disponibilité, elle n'était pas là juste pour vous vendre un truc et une fois que vous avez acheté, je disparais dans la nature. Cette disponibilité, je m'engage à ce qu'elle soit sur la durée. Alors après, demain j'ai un motif impondérable, ça arrive toujours. Mais je suis sûre que même là, tu trouverais des solutions. Mais voilà, il y a toujours des solutions de toute façon. Et l'important, c'est de répondre à cet engagement de ma part qui est finalement de répondre personnellement de mes gardes de temps, d'être disponible pour mes clients, à la fois au moment où ils sont en passe de devenir mes clients, mais également au moment où il faut s'occuper de leur garde de temps, que ce soit dans les révisions qu'il y aura à faire sur le long terme, des bobos qu'il peut y avoir, on a fait tomber la montre, on n'a pas pensé à visser la couronne, on allait se baigner avec, elle a pris l'eau, machin. Il y a des choses qui arrivent, c'est des accidents, et mon rôle, c'est d'y répondre le plus vite possible. Déjà parce que souvent, si c'est un dégât d'étanchéité, plus vite on intervient, moins il y a de dégâts, donc il faut vraiment se battre contre le temps à ce moment-là. Et surtout, comme je disais tout à l'heure, une montre qui est en panne, qui finit dans un tiroir. Oui. Il y a cette déception qui s'installe. Et ça, c'est ce que tu veux pas. Moi, mon grand-père, il m'avait dit une fois, en me montrant un pot de fleurs qu'il avait réparé. Il m'avait dit, tu as vu le pot de fleurs, je l'ai réparé, hein, mais on le voit qu'il est cassé. Et dans cette phrase, il y a tout. Donc, aussi bien dans l'entrepreneuriat, dans toutes les expériences humaines, les rencontres humaines, tout, quelque chose qui est cassé, on peut le réparer, mais il est cassé. Et c'est comme ce que je disais tout à l'heure pour la confiance. À partir du moment où la personne a perdu confiance en l'objet ou en la personne qui en répond personnellement, il y a une rupture qui se fait qu'on n'arrivera jamais à réparer. Et moi, ce pourquoi je me bats tous les jours, c'est de conserver tout ça intact. Et c'est mon engagement en tant qu'artisan d'art. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'artisanat d'art en général. Qu'est-ce que tu as pensé de cette interview ? Comme d'habitude, il y a un million de choses qu'on aurait voulu dire et qu'on n'a pas réussi à amener. Après, on pourrait discuter pendant 2 jours, je pense. Oui. Et comme tu vois, je suis bon client, j'arrive à parler très longtemps. Je suis désolé d'ailleurs pour ça. J'adore. Non, moi, ça, je préfère les personnes qui parlent et qui se livrent et qui expliquent et qui veulent partager aussi leur passion que quelqu'un que je dois faire sortir le verre du nez. Mais j'avoue que dans cette émission, les personnes viennent très volontiers et pour nous livrer leur passion. Donc, c'est très agréable. Je te remercie d'avoir partagé tout ce savoir et toute ta passion avec nous. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? Simplement de trouver mon équilibre professionnel et de commencer à non plus seulement travailler, mais vivre aussi. Et ça, c'est tout ce que j'ai mis en place, tous ces sacrifices que j'ai fait ces dernières années. Là, j'espère que ça va se concrétiser d'ici 1 an ou 2 pour commencer à trouver un rythme correct. Mais en tout cas, merci pour cet accueil. C'est toujours un plaisir. Et aussi de participer à ce genre d'initiative qui est de promouvoir l'artisanat et l'entrepreneuriat plus généralement en Corse. Donc merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Si vous avez aimé cet épisode et que ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube Capsule Entrepreneuriat. Vous pouvez activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles sorties. Et puis si vous nous écoutez sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer, pensez également à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Tous les liens sont dans la description. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Capsule Entrepreneuriat, sur Instagram, LinkedIn et bientôt TikTok. Vous aurez un avant-goût de l'épisode de la semaine, des bons plans et aussi des invitations aux événements que l'on organise. Podcast, créateur de podcasts en Corse.